Top. Big time. On est en ligne. Franchise développement report 2024. Grand moment très attendu. Avec une belle particularité, c'est que on a avec Olivier, bien sûr, comme on fait chaque année, Charlotte de l'Express, qui va être animatrice. Ce ne sera plus moi ce coup-ci. Donc voilà, je te laisse prendre la main, Charlotte. Merci d'être là. Et puis, on a encore le temps. Je pense qu'il y a encore des personnes qui continuent à arriver. On va se donner 3 minutes de plus. Il est 13h02. Voilà, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Bienvenue à tous. Du coup, merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié au Franchise Development Report 2024. On est ravis de collaborer ensemble avec cette année Everfoot et puis aussi Cerca, et puis ravis d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. C'est un rapport qui est basé donc sur un audit de plus de 400 réseaux, et puis après de toute manière je vais laisser la place à Mehdi et Olivier respectivement de développer un peu plus sur toutes les données qu'on a pu rassembler, mais c'est des données essentielles bien évidemment pour vous aider à générer donc plus de candidats à la franchise. Je reviendrai puisqu'on a un sommaire bien évidemment. Aujourd'hui sur ce webinaire, on a bien évidemment un Mehdi Taleb qu'on ne présente plus, CEO et fondateur d'Everfoot Digital. Attends, fais un peu beaucoup là, Charlotte. Et puis aussi, j'aurais pas attention. Olivier Thérèse, qui est donc directeur général de Cerca, ex Franchise and Cloud. Bonjour à tous. Et que je pense qu'on ne présente plus non plus, puisque et qu'on ne présente plus non plus. Exactement. Sur le marché de la franchise. Voilà. Et donc, je suis ravie d'animer ce webinaire. Donc, pour ma part, Charlotte Toucas, responsable des comptes franchiseurs et partenaires à l'Express Franchise. Alors, pour le sommaire d'aujourd'hui, on débutera par un petit peu voir les tendances du marché 2023, une remise en contexte, vraiment les chiffres clés globaux de la franchise pour l'année 2023. Ensuite, quelques données générales sur la génération de candidats à la franchise, et notamment la répartition des leads et des enseignes par secteur, mais aussi par segment de marché. Donc, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Les taux de conversion aussi dans le secteur de la franchise en fonction des différents canaux. S'en suivra les coûts d'acquisition dans le secteur de la franchise, les coûts d'acquisition par lead, par clic, et notamment par source et par secteur. Quelques chiffres clés aussi, le volume de signature de contrat de franchise, le coût d'une signature, et bien évidemment les délais de signature, donc les tendances sur 2023. Et puis on terminera par les tendances et recommandations pour l'année 2024, avec de nouveau en termes de coûts d'acquisition, les changements de ciblage, et puis les bons conseils pour se démarquer. Donc, en gros, juste petite intervention là-dessus. L'idée, c'est de donner vraiment toutes les clés pour bien comprendre quelles KPIs, quelles métriques il faut suivre dans son réseau sur la partie digitale pour bien performer, et donc du coup vous donner des indicateurs clés. Alors encore une fois, ça a été fait sur un échantillon, cette enquête sur un échantillon d'enseignes, je tiens à le préciser quand même, qui se peaufine au fil des années. Mais voilà, on n'a pas la totalité des réseaux, puisqu'on ne les a pas comme clients. On a 400 réseaux sur 2000, mais ça donne déjà une belle idée sur l'ensemble des indicateurs. Voilà, quand même préciser ça. Voilà. Ouais, et petite précision, effectivement, rappelons le début de l'initiative de cette étape-là, c'est effectivement personne, en tout cas à part les médias, vous avez forcément le début de l'entonnoir de nombre de personnes intéressées par telle enseigne, et finalement vous êtes les mieux placés pour avoir, je dirais, l'horizon le plus large. Il se trouve que
Chez Cerca, effectivement, on a environ 400 enseignes. Et donc, du coup, si ça reste modeste, on a effectivement le plus grand volet aussi pour regarder qu'est-ce qui se passe finalement dans la suite de l'entonnoir. Donc, dire effectivement qu'au début, cette étude-là, elle est vraiment faite pour se dire, bon, bah, on le fait modestement parce qu'au départ, on n'avait que 200, 300 enseignes, 400 enseignes. Donc, on sait que les chiffres, c'est pas 1500. Donc on est conscient de ça. Mais en tout cas, quand on couple nos données à nous et puis il leur faut de son côté une quarantaine d'enseignes, on a regardé un petit peu tout ça. Et je voulais simplement dire en introduction que finalement, je suis assez étonné, on est assez étonné que les données, même si elles évoluent, et alors qu'il y avait Covid, il y avait tout ça, finalement, elles sont assez stables. Et je dirais ça en introduction pour dire que finalement, par rapport à cet objectif du début, on se disait la première année, est-ce que les données qu'on a dans la machine, finalement, c'est n'importe quoi et qu'elles vont évoluer d'une année à l'autre dans des proportions importantes qui montreront finalement que l'échantillon de base, il n'était pas du tout, je dirais, intellectuellement intéressant. Et vous le verrez, finalement, à part ces petites évolutions, on a des données finalement assez stables, ce qui nous permet, et c'est à mon avis le but là des gens qui nous écoutent, je suis développeur d'une enseigne, tiens, je convertis à 2-3%, telle étape, je suis 25% de perte, de se donner finalement du benchmark pour sentir finalement l'intérêt, la pertinence de ce que je fais par rapport à finalement une donnée générale. Voilà, je voulais juste retenir ça en termes d'introduction pour vous dire qu'on est finalement plutôt assez surpris et content que les données soient stables dans notre étude sur à peine 400 enseignes. Charlotte, je te redonne la parole. Merci. Du coup, oui, Olivier, tu mentionnais voilà, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, justement, on va se permettre de lancer un petit sondage. Voilà, dites-nous un petit peu votre poste, ce que vous faites actuellement pour qu'on en sache justement un petit peu plus sur qui vous êtes et puis surtout qui nous écoute aujourd'hui. Donc, je vous laisse répondre au sondage normalement qui est apparu sur votre écran. Oui, alors ça c'est une question qu'on pose souvent. Ça permet de mieux adapter le discours et pas avoir un discours barbant qui soit à côté de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc c'est très important. On a besoin que vous tous vous nous répondiez pour qu'on sache à peu près voilà qui fait quoi et donc du coup quels sont vos enjeux et du coup pouvoir bien appréhender ça. On vous laisse une petite minute. Et ceux qui aiment le GIF qu'on a changé, si vous l'aimez, vous nous mettez un petit thumbs up. Si vous l'aimez pas, on changera pour la prochaine fois. Vous nous mettez un petit thumbs down. Juste me dire en attendant que tout le monde réponde au sondage, on a juste une question. Est-ce que les personnes vont recevoir la présentation à la suite du webinaire? Alors oui, je me suis permis de faire un petit message à Lisa, notre petite voix, à laquelle vous êtes habitués et qui n'est pas là pour le coup sur la présentation ce coup-ci, elle est juste en back-office. Lisa va répondre à ces questions-là. Effectivement, pour vous dire que les slides sont envoyés à la fin. Mais on va vous expliquer, il y a plein de choses qu'on va vous envoyer à la fin. Il n'y a pas que les slides, il y a toute l'enquête qui devrait arriver aussi, qu'on sort chaque année sur un format PDF. Il y a le replay aussi qui sera disponible, donc vous inquiétez pas. Vous aurez tout ça parce qu'effectivement, on attendait beaucoup de personnes. Tout le monde est plus ou moins là, mais il y en a encore qui ne sont pas venus. Et certainement parce que le mardi, on rattaque après le lundi de Pentecôte. C'est pas forcément c'est un peu la course pour tous. Mais je vous le dis, cette enquête, c'est, je pense, une des plus, enfin, du moins, c'est une initiative qu'on essaye de rendre importante dans le secteur de la franchise pour vous donner des indicateurs. Donc, n'hésitez pas à les consulter s'il faut pour le coup. Voilà. On voit en tout cas les uns les autres, DRH, directeur réseau. Je reconnais effectivement du coup pas mal de clients aussi communs à nous trois, donc on les salue de manière générale. Et moi, je voulais simplement dire et qu'on puisse, en tout cas, on va bien respecter les 45 minutes. Donc après ce passage, je dirais, de timing et de sondage permettant aussi aux uns et aux autres d'arriver, rassurez-vous, on va enchaîner sur les slides. Et puisque c'est la 3e année qu'on le fait, on essaiera de faire un focus sur finalement 2-3 données un peu supplémentaires par rapport aux données qu'on vous apportait un peu tous les ans aussi dans cet exercice-là. Alors avant d'enchaîner, Charlotte, si tu peux s'il te plaît piner les slides parce qu'on nous voit nous en caméra mais on voit pas les slides. Donc si tu peux juste épingler la slide en haut, tu devrais pouvoir. Du temps, on va vite revoir les réponses qu'on a. Comme ça au moins on fait 2 choses.
Donc, au niveau des réponses, qu'est-ce que les résultats? Donc, la plupart sont effectivement des responsables de développement ou responsables marketing. On a des directeurs de réseau aussi. Et effectivement, on a 3 fondateurs de réseau. Bon, la plus grosse proportion reste responsable de développement franchise. Merci d'avoir répondu. Comme ça, au moins, on sait un peu mieux comment adapter notre discours. Je te laisse continuer, Charlotte. Ouais, mais dis juste pour info, j'ai pas la fonctionnalité, moi. D'accord. C'est bon, Alors, j'ai reçu un message comme quoi ça s'est réglé tout seul apparemment. Donc, normalement, ça super. devrait être bon. Tout le monde devrait bien voir l'écran et la Voilà, si présentation. vous avez un souci pour voir l'écran, vous avez juste en haut une petite flèche pour agrandir et prioriser justement les slides puisque c'est le cœur plutôt que de nous avoir nous, même si je pense que voilà, les slides sont le plus importants. On peut continuer. Oui. Bah, du coup, je vous passe. Ah, pardon, non, c'était encore à moi. Quelques chiffres clés un petit peu globaux de la franchise en 2023. À noter que ce sont des chiffres qui nous viennent pour source de la Fédération française de la franchise. Donc, on compte 2035 réseaux de franchise, donc plus 3% par rapport à 2022. Plus de 92 000 points de vente franchisés, donc encore un chiffre en croissance, plus 9% par rapport à 2022 également. Plus de 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires global. Donc de nouveau encore un chiffre en croissance, donc c'est que du positif, et c'est plus de 950 000 emplois directs et indirects générés. Donc plus 14, presque 15% par rapport à 2022. Donc c'est un petit peu les tendances de comment s'est porté en fait le marché en 2023. De nouveau, un petit sondage qu'on vous lance. Selon vous, est-ce que le nombre de candidatures a augmenté en 2023 en comparaison du coup à l'année 2022? Allez, rapide question pour le coup que Lisa va pouvoir lancer puisque je vois le sondage en brouillon encore. Est-ce que, l'idée c'est on a vu un peu les chiffres clés en termes de nombre de réseaux, etc. en 2023. Comment réellement ça s'est passé pour vous en termes de développement en 2023? Et après, on va attaquer dans le dur parce que c'est tout ce dont vous attendez. C'est des chiffres là-dessus et c'est juste après. Je laisse répondre à ça. Oui ou non en 30 secondes. Et après, on passe à la suite et on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Voilà. Je pense que rapidement, c'est important quand même de mentionner, on voit quand même qu'en France, c'est quand même un des plus gros marchés en Europe, où il y a plus de réseaux de franchise. Comment on peut accompagner c'est même le deuxième ou troisième au monde, en tout cas en termes de nombre d'enseignes. Donc, voilà. Donc, comment on peut accompagner avec le digital, sous différentes formes, cette croissance, ces réseaux dans leur développement, etc. Et c'est un peu l'idée aussi de ce webinaire, c'est de donner des indicateurs là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que selon vous, le nombre a augmenté ou pas? On va regarder les réponses. Alors, le nombre de candidatures aurait potentiellement augmenté pour 60% d'entre vous. Intéressant. Comme quoi, ils connaissent bien leur métier, hein? Ouais. Charlotte, je te laisse continuer, mais c'est bien, ça veut dire qu'effectivement, on a des données. Alors, elles sont assez homogènes, les données, donc on verra effectivement avec des grosses disparités sur les secteurs. Attention, on commence à avoir le oui et le non qui se fait la course, puisqu'on est à 42% sur le non et 58% sur le oui. Mais bon, tout ça pour dire que à date, donc je rebondis sur cette slide, effectivement, en moyenne, un réseau va recevoir environ 397 candidatures. C'est un petit peu plus qu'en 2022. Dans tous les cas, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais les 3 plus grosses tendances qu'on observe aujourd'hui dans le monde de la franchise et dans l'acquisition digitale de franchisés, c'est que on va peut-être avoir un certain nombre de candidatures. On en parlera peut-être plus après, pardon. D'ailleurs, Olivier, je veux pas te... Mais voilà. Et aussi le fait que les taux de conversion, le nombre de réseaux qui ont plus de 1000 candidatures par an augmente aussi. Je peux peut-être laisser prendre la main là-dessus d'ailleurs, Olivier, puisque effectivement, c'était...
Pas de souci. Je laisse Charlotte déjà dérouler les slides, effectivement, que pour les intervenants, au-delà de ce tableau des réseaux de franchise, on en vienne effectivement sur les données des candidatures. Charlotte, je te laisse peut-être dérouler les slides suivantes. Alors, Rentrer un peu plus dans le détail, ouais. Voilà. Ouais, deux mots, effectivement. Alors, oui, vous avez raison. Vous connaissez bien votre métier, donc ça veut dire que, alors, faut dire que les années d'avant, Covid étaient des années un petit peu particulières. Donc, effectivement, on reviendra sur les données précises, mais de toute façon, ces slides, vous allez les recevoir. Donc, je pense qu'il y a autant le verbatim et le commentaire qui est important. Donc, oui, on a une augmentation du nombre de candidatures. On voit effectivement que, je vais en dire 2 secondes, par secteur, il y a encore des fortes disparités, mais je dirais qu'à part l'immobilier, on y reviendra. Tous les autres, je vois, désolé parce que j'ai passé un petit peu de temps sur l'analyse data. En tout cas, chez Cerca et Everfoot, on voit cette donnée-là, une augmentation. En gros, c'est mieux que l'année dernière, mais on n'est pas encore revenu au niveau avant Covid. Donc ça, effectivement, au moins déjà dans ces données-là. Et puis sur les secteurs, et je laisse Mehdi compléter, mais effectivement, on voit, alors Charlotte le soulignait au moment de la préparation de ce webinaire, effectivement, puisque les données qu'on a, nous, encore une fois, dans la suite de l'entonnoir, assez normal que dans les différents médias, que ce soit l'Express, soit l'Obs ou TLF, c'est normal qu'on ait un peu les mêmes données. Et donc, on voit vraiment toujours la restauration, les restaurations rapides, et d'ailleurs, les nouveaux concepts un peu à thème ont un peu le vent en poupe. Et on a toujours derrière, effectivement, le service à la personne, mais qui fait vraiment une grosse remontée depuis le début de l'année. Alors, on dit effectivement qu'il y a eu c'est toujours un secteur dont l'évolution est assez collée par rapport au cadre réglementaire. Donc, on sait qu'en début d'année, on n'y reviendra pas, mais il y a 2-3 choses qui ont un peu boosté le secteur. Et puis, l'alimentaire, effectivement, qui aussi a le vent en poupe. Je dirais que derrière, on a le secteur de la santé esthétique avec là des fortes disparités, mais en tout cas des enseignes qui font des choses impressionnantes alors que d'autres. Donc on a je rentrerai pas dans le détail, mais entre eux, on va dire la dépilation à lumière pulsée et puis d'autres secteurs un peu esthétiques ou bio et tout ça, on a des fortes disparités. Et puis forcément, on a quand même le secteur de l'immobilier qui reste avec assez sinistré, pour pas dire un autre terme. Donc, voilà, forte disparité, mais en tout cas, des taux qui reviennent. Et un petit commentaire là-dessus, assez logique. Alors, pour les gens qui sont un peu vieux comme moi, qui commencent à avoir un petit peu d'historique sur le domaine de la franchise, on sait très bien que le pire qui peut arriver pour les franchiseurs, c'est finalement dans le contexte économique global, quand le contexte économique se ralentit, mais que finalement les salariés, entre parenthèses, sont encore en poste, qui ne sont pas contraints à envisager un autre, finalement, licencié ou pas d'ailleurs, mais un autre cadre, et bien finalement, les gens sont salariés et ils ne veulent pas créer d'entreprise, et c'est finalement le pire pour les franchiseurs. Dès lors qu'on a le contexte économique où on commence à avoir une partie sociale et des conséquences de licenciement ou de reclassement, forcément, eh bien, le rapport, on va dire, risque, je deviens entrepreneur et sécurité, je reste salarié, s'inverse un peu. Ce qui veut dire, je termine là-dessus, que à mon avis, on sait très bien que le contexte économique va encore se tendre, mais c'est pas forcément synonyme d'une baisse dans les mois qui viennent. Au contraire, je pense qu'on va continuer. Si je devais faire un petit pronostic, mais vous savez que j'ai déjà les chiffres du début 2024, donc je vois que les chiffres continuent d'augmenter là-dessus. Charlotte, je laisse continuer, mais voilà, je fais une grosse introduction, mais je voulais mettre un petit peu de commentaires au-delà des chiffres qu'on donne aux uns et aux autres. Alors, vas-y Olivier. Non, je t'en prie, non, mais j'ai fait une longue introduction, donc je vous laisse. Non, mais en fait, j'allais faire l'intro et te rebalancer la balle, donc je la garde 10 secondes, je te la renvoie dans 10 secondes. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est qu'on retrouve pareil sur le nombre d'enseignes micro-émergentes, émergentes, en développement mature, à peu près répartition similaire sur ce qu'on avait autrefois. Après, on a rajouté encore plus d'enseignes dans notre calcul, on va dire, donc effectivement, ça change un petit peu les chiffres, mais je pense que cette slide, elle est représentative en fait du marché. On a toujours un peu de micro-émergents, on a beaucoup d'enseignes émergentes, surtout dans la restauration. Puis après, voilà, tout ce qui est en développement est mature. Peut-être que tu veux rebondir là-dessus, je te laisse la main. Olivier. Non, je laisse 2 secondes la parole à Charlotte, puisque finalement, encore une fois, sur ces premières slides, c'est un peu des données qui sont finalement chez les médias pratiquement plus importantes. Et c'est au moment où on présente ces chiffres, alors je ne veux pas prendre Charlotte au piège, mais du coup, on est d'accord que les données qu'on voit ici, sur 400 enseignes, sont finalement assez cohérentes dans les données clients qu'il y a chez l'Express aussi.
Oui, on est absolument cohérent avec nos données. Nous, la restauration qui se dégage toujours et qui a toujours le vent en poupe avec beaucoup de nouveaux concepts. L'équipement de la personne et le service à la personne, oui, parce que déjà, de facto, on a une population qui est vieillissante en France. Donc, il y a en fait il y a du business, hein, tout simplement aussi sur ce secteur-là. Donc oui, il y a un engouement et de plus en plus d'enseignes sur ce secteur d'activité. Et puis aussi, voilà, c'est vrai qu'en termes, en alimentation, aussi voilà, de plus en plus de leads sur ce secteur-là, mais avec aussi en fait, c'est grâce aussi à des acteurs et je ne les citerai pas, mais des acteurs aussi qui proposent voilà, à des personnes qui veulent entreprendre par exemple des concepts comme l'allocation gérance, etc., qui permettent en fait d'accéder justement à l'entrepreneuriat avec des apports très faibles. Donc forcément, ça rajoute un engouement aussi sur ces secteurs-là. Ok, très bien. Donc, on peut avancer pendant qu'on avance 2-3 slides. Moi, je me permets de reprendre à la balle 2-3 commentaires que je vois et questions. Donc, Sylvain, en tout cas, tu retrouveras, désolé, même si j'ai pas l'accent du sud-ouest, j'ai l'origine, donc j'ai le tutoiement facile. Sylvain, tu retrouveras en tout cas la manière dont sont segmentés entre les micro-émergentes, émergentes, ça dans notre rapport qu'on va vous envoyer effectivement très prochainement. Et puis, Cyril demandait effectivement, est-ce que ces résultats, derrière, vous allez voir quelques slides forcément, entre si je viens de l'ADS ou je viens des médias, j'ai aussi des taux de conversion qui sont différents. Donc forcément, on va rentrer un peu dans le détail de tout ça, mais c'était pour vous donner les données de base. Voilà, j'en profitais pour… on l'a vu donc effectivement. Moi, je voulais juste un tout petit commentaire en 2 secondes. Il y a aussi, dans un contexte économique un peu qui se tend, les gens finalement sont assez intéressés par les concepts, on va dire, novateurs, mais ils sont pas prêts autant qu'avant peut-être à prendre le risque sur finalement ce concept, il est super, mais il y a 2 enseignes. Parce qu'effectivement, il y a un côté sécurité où du coup, les enseignes qui ont franchi le cap des 15-20 points de vente, ok. Par contre, je note, en discutant avec les patrons d'enseignes, que je dirais qu'un peu plus qu'avant, quand j'ai en dessous de 10 implantations, il faut vous tenir prêt à mettre plus d'argent pour acquérir ces premiers 10 franchisés, franchisés au sens large, parce que du coup, il y a un petit côté où, mince, j'y vais, mais sécurité, moins de 10 enseignes, ça me fait un peu peur. Et ça, je le note en tout cas dans les chiffres, même si ça ne se voit pas à travers un camembert comme ça. Mais on le note aussi, nous, de notre côté, en discutant tous les jours avec des porteurs de projets. Ok. Donc, je laisse continuer effectivement les slides, dérouler quelques slides. C'est effectivement la slide suivante, oui. Donc ça, effectivement, on le disait, bon, je pense qu'on a commenté le tableau, donc on peut continuer aussi sur cette slide-là. Alors, Mehdi, peut-être un mot là-dessus, parce qu'on a fait cette étude-là, mais tu as pris cette partie-là, donc fais un commentaire dessus, même si on est complètement d'accord. Ouais, mais je vais rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est un peu grâce à toi et à vous qu'on a effectivement ces infos-là. Alors, 2 slides, deux mots là-dessus. Alors, oui, vas-y, ouais, je te laisse. Du coup, quand on perd un prospect, effectivement, on voit bien que apport insuffisant, très bien. Chaque fois, on dit tiens, je reçois des leads, ils sont qualifiés ou pas. Mais la manière dont regarder les choses, forcément que pas de réponse, c'est quand on reçoit des leads, beaucoup de gens ne répondent pas. J'en profite derrière si on n'a pas le temps de faire. À chaque fois, je leur dis tous les ans la même chose. On verra. Et cette fois-ci, vous le verrez, on a fait une slide qui montre. On a fait une petite étude sur une vingtaine d'enseignes, donc parce que il fallait avoir de la data. Mais par contre, on s'est amusé à voir quand même le taux de la rapidité de la réponse et l'impact sur le taux de conversion. Donc, vous verrez quand même que, et j'insiste là-dessus parce que quand je vois quelqu'un d'une enseigne qui a 20 implantations et qui me dit effectivement, non, mais moi, c'est à la personne quand même de montrer qu'elle est intéressée par mon enseigne. Je suis d'accord, c'est complètement schizophrène, mais pensez toujours que le candidat, il a l'habitude avant tout d'être un consommateur et qu'on revienne vers lui et qu'on lui dise Olivier, Mehdi, Charlotte, vous êtes les plus beaux, vraiment, on vous veut venir dans le réseau. Donc, sachez que des gens, allez, je vais faire encore des fleurs, mais des gens comme Eheb, Djebali, Dotakos, voilà, qui n'ont plus rien à prouver en termes de développement d'enseigne, des gens comme Ludovic, effectivement, à la Lamel de Monoprix, ils vous diront que, ou par exemple, je pense aussi chez UCAR, notamment Cyril, qui l'aborde, qui fait vraiment attention à avoir hyper réactif sur les taux de réponse, même quand on a une marque très connue, et c'est pour ça que je citais ces 3-là, on a à chaque fois une incidence et veille à répondre
très rapidement. Donc voilà, on voit en tout cas les raisons qui font pas intéressé. Donc pas intéressé, c'est-à-dire n'hésitez pas à retéléphoner. Il faut en gros 4-5 fois avant d'avoir la personne. Je sais, ça semble bizarre, mais en tout cas c'est le cas parce qu'ils sont sollicités par différentes enseignes. Territoire pas dispo, bah forcément, on a des enseignes maintenant, on le disait, c'est le 3e au monde, donc on a quand même beaucoup de réseaux franchises qui sont largement implantés. Petite d'ailleurs parenthèse, c'est pas pour rien si on voit pas mal de réseaux de devenir largement, un peu comme en Angleterre d'ailleurs, multi-enseigne. Ça veut dire, j'ai un candidat qui veut ouvrir, alors je ne citerai pas, on connaît tous Bertrand Franchise, voilà, hein, mais en tout cas, j'ai une enseigne qui m'intéresse. Ah, il n'y a pas de dispo, de pouvoir proposer au candidat dans le même spectre de groupe une autre marque, ça devient un axe, à mon avis, stratégique de plus en plus important. Donc voilà, en tout cas, quelques petites remarques que je voulais faire sur ça. On peut passer à la slide d'après. Ouais. Je répondais rapidement à Sylvain qui disait effectivement des traitements ultra rapides. C'est marrant parce que ça fait une belle intro pour justement ça. Et effectivement, Cyril, on répondra aussi à ta question, mais à ton commentaire dans quelques minutes. Oui, mais je te laisse, du coup, j'ai parlé, je te laisse commenter. Oui, cette façon, c'est un sujet qui nous concerne tous d'ailleurs. Parce que c'est marrant, ici réunis, on est tous la chaîne de développement d'un réseau de franchise. On a en premier les médias qui vont donner de la visibilité aux franchiseurs. On a ensuite nous qui aussi d'une autre manière donnons de la visibilité aux franchiseurs. On a Cerca qui va permettre de organiser, structurer, et de sortir ce genre d'informations aussi. Et on voit bien ensemble que c'est crucial aujourd'hui. Si on ne répond pas sur des temps courts qui sont au mieux en dessous de 4 heures, il y a une certaine volatilité des candidats. Et je peux laisser la parole à Charlotte là-dessus parce que je pense que c'est un gros sujet sur les médias. C'est un gros sujet chez nous aussi, chez Everfirst. Et c'est aussi un gros sujet chez tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc, tiens, ça peut être intéressant d'avoir un peu ton avis là-dessus. Oui, bien sûr. Nous, c'est quelque chose, de toute manière, c'est quelque chose qu'on conseille à tous nos clients, c'est que le temps de réponse, c'est ce qui va en fait être clé dans tous les cas après et avoir une incidence directe sur votre taux de conversion. Donc nous, c'est vrai que nous, voilà, on rappelle systématiquement tous les candidats à la franchise, mais derrière, ce qu'on dit à nos réseaux, c'est prenez votre téléphone et il faut, voilà, dans les 4 heures qui suivent la candidature, il faut prendre contact avec cette personne. Aujourd'hui, le candidat, il a réellement besoin d'avoir ce premier échange, ce premier contact, et qui est un échange téléphonique. En fait, c'est quasi indispensable. Et l'envoi, en fait, bien souvent, nous, on discute avec des réseaux qui sont structurés de manière différente ou qui ont des process, en fait, un petit peu différents. Chacun a son process, mais c'est vrai que des fois, on nous dit, nous, on envoie une plaquette et puis dans 48 heures après, on va prendre notre téléphone et puis rappeler le candidat. C'est vrai que c'est pas la première chose à quoi ils s'attendent. La première chose à quoi ils s'attendent, c'est ils s'attendent à recevoir un appel et échanger, en savoir plus en fait sur le réseau et le fonctionnement. Et c'est vraiment la première chose qu'ils attendent. Donc nous, on essaye d'inciter tous nos réseaux, tous les réseaux, nos réseaux clients à vraiment prendre le téléphone et à les appeler dans un premier temps parce que c'est ce qui va vraiment faire avoir une incidence directe sur ce taux de conversion. Et donc, je réponds en même temps à Louis, en même temps qu'on passe à la slide d'après, mais on voit bien qu'en tout cas, on ne parle pas d'un 2 ou 3%. Alors, on l'a fait encore une fois sur une vingtaine d'enseignes, 19 exactement, parce qu'on a rajouté une après, mais 37%. Donc, l'impact, il est énorme. Et amusez-vous dans vos enseignes à dire tous les gens que vous avez au final signés, ces gens-là, combien de temps il s'est passé au moment… Parce que alors, si j'avais fait cette étude-là, elle nous donnerait des chiffres qui ne seraient pas bons, parce que forcément, entre les mauvais élèves, alors, elle ne nous donnerait pas une donnée, on va dire, intellectuellement intéressante. Mais faites ça. Et en tout cas, Louis qui disait effectivement mail ou téléphone, non, on parle bien d'un téléphone. Alors, je réponds parce qu'on va y revenir derrière. Si on devait noter 3 tendances, la première tendance, on l'a noté effectivement, le volume remonte. La deuxième tendance avec des secteurs qui redescendent. Et la troisième tendance, que je vois moi en même temps qu'on change de slide, mais on va faire la transition comme ça, c'est que on n'en est pas encore là, mais dans les taux de conversion, puisqu'en gros, il y a le nombre de leads qui arrivent, et puis après, les taux de conversion, si on voit dans le taux de conversion que les gens commencent à se professionnaliser, donc les taux montent un petit peu, mais je note en tout cas, nous, dans notre étude, une très grande disparité
sur finalement les 2,43 à la fin, eh bien, il ne s'agit pas d'avoir des leads au début, mais la manière dont vous allez gérer ces leads-là, ce qu'on appelle effectivement en anglais un lead to deal, est essentiel. Et donc, ça veut dire un appel téléphonique. On a effectivement voir tout à l'heure, bien évidemment, je ne sais plus qui c'est qui le notait, mais de mettre du marketing automation derrière, de mettre des process un peu automatisés, vont permettre de garder, entre parenthèses, le prospect chaud. J'aime pas très ce terme, il fait un petit peu années 80, mais il y a quand même de ça derrière. Donc voilà, en tout cas, ce que je voulais indiquer dessus. On peut passer au slide après. En clair, il faut, on l'a compris, forcément à 2,43, environ 46 leads pour signer un contrat derrière, avec des choses finalement, je vous le dis en même temps qu'on fait le sondage, pas si hétérogène que ça entre les différents secteurs. On est souvent sur des taux, il n'y a pas beaucoup de, ce qu'on appelle en mathématiques, l'écart type n'est pas très important. On a donc lancé un sondage, hein, comme vous pouvez le voir. Selon vous, quelle source de candidats a le plus converti en 2023 ? Alors moi j'ai ma petite idée, mais bon, sinon Charlotte serait pas là en termes de volume, elle aurait dit non, je participe pas. Voilà. Alors en termes de volume, la question c'est en termes de volume, c'est ça? Non, mais les deux, c'est-à-dire que là on va voir les deux. Hein, c'est qu'effectivement, oui. Moi je pense que quand je suis franchiseur, il y a deux choses qui m'intéressent. Hein. Si c'est le taux de conversion, on sait très bien qu'effectivement on peut le dire, les consultants vont avoir le meilleur taux de conversion. Mais forcément, ils ne vont pas m'amener 1000 candidatures par mois. On le répète à chaque fois, chaque année, ce qui fait qu'il faut, peu importe si j'ai un budget limité, mais avoir des sources d'acquisition qui sont assez, je dirais, variées. Mais du coup, on sait très bien, en tout cas, en an même 2024, que se passer des médias qui sont, je dirais, spécialisés, franchisés là-dessus, c'est quand même un peu compliqué encore. Donc, si on cumule en tout cas le nombre de volumes de leads et le taux de conversion, on a quand même encore des sites médias qui sont importants. On va donner les chiffres. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ces chiffres-là, tout de suite, pas pour les infirmer, mais pour les modérer, c'est qu'on est dans du cross-canal. Donc forcément qu'il y a des chiffres qui sont difficiles à suivre. À chaque fois, j'en parle avec notre secrétaire général de la Fédération française de la franchise quand on parle du salon, hein, et donc aussi un certain nombre de médias qui l'organisent. Effectivement, les taux de conversion par rapport au salon de la franchise, forcément, sont sous-évalués. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que rarement la personne a découvert une enseigne en allant sur le salon. Par contre, peut-être qu'elle a fait une demande sur un média ou passé sur le site internet et que finalement, il y a un élément de réassurance fort qui fait que quand je discute en direct sur un salon avec des acteurs, c'est ce qui va faire finalement le closing. Donc voilà. Je pense que c'est bien de le mentionner, ça, Olivier, parce que souvent on oublie ça justement, que le parcours d'un candidat va pas forcément être du 1 pour 1, c'est-à-dire il va sur un portail, il fait une demande, ou il va sur un salon, il demande à avoir un rendez-vous pour en savoir plus sur votre concept, etc. Non, il y a plusieurs biais par lesquels il va passer avant de vous contacter, et ça, faut pas l'oublier justement. Voilà. Juste pour répondre, merci à tous d'avoir répondu. On a à peu près 51 réponses. La majorité nous disent que soit ça vient par des portails de mise en relation, soit par des sites enseignes. C'est plus ou moins effectivement la vérité. Peut-être que vous avez répondu au moment où vous avez eu la slide. Mais voilà, ça reflète bien. Si vous l'avez fait avant de voir la slide, ça reflète bien plus ou moins la réalité d'où on en est en termes d'acquisition de candidats. Voilà. Moi, une petite, alors je laisserai Mehdi derrière faire beaucoup de remarques sur le digital parce qu'effectivement, c'est son métier. Bon, on va pas commenter, c'est très simple, on le voit, un site média principal, site enseigne, avec effectivement quelque chose. Vous voyez, les chiffres, ils évoluent, mais finalement, ils restent assez stables, hein, alors que l'échantillon bouge un petit peu. Le social ads, je laisserai Mehdi effectivement développer, mais moi, ce que j'en vois en tout cas, c'est que on avait des choses qui étaient très à la mode, qui à mon avis sont essentiellement et stratégiquement importants, mais qui n'évoluent pas dans une folie sur 1 ou 2 ans, comme on pourrait s'y attendre. Mehdi reviendra peut-être sur cette donnée et les raisons derrière. Les salons, on l'a dit, à mon avis, sous-estimés pour les raisons qu'on a indiquées. Et puis les consultants, on disait effectivement que c'est des choses où il y a un super taux de conversion, mais qui ne permettent pas d'aller chercher quand même des milliers de personnes sur le sujet. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça et ce qu'on peut faire à l'oral, c'est que ce que j'ai vu aussi dans l'étude, alors je ne l'ai pas mis parce qu'effectivement, on n'a pas un échantillon, mais suffisamment, je dirais, important, finalement très peu de canalisation entre les sites médias. Les gens qui nous écoutent là se disent, est-ce que finalement je fais l'Express? Est-ce que je fais le TLF? Est-ce que je fais toute la franchise? Est-ce que je vais faire l'Ops? Eh bien, moi, je vois entre
aux alentours de 2,4% de gens qui font une demande sur un site et sur l'autre en même temps. Vous imaginez? Oui. 2,4%. C'est très, très rare. Ça veut dire que, en fait, l'internaute, il est intelligent. Quand il fait une demande sur l'Obs, il sait très bien que finalement, il aurait pu, alors qu'il y ait une guerre après entre les médias pour attirer le premier, finalement, demande, c'est une chose, mais on voit en tout cas qu'il y a peu de cannibalisation. Ça veut dire que dans votre budget, vous choisissez en fonction des différents critères le site, ça c'est pas à moi de donner un avis là-dessus, mais n'ayez pas peur de dire ah j'en ai fait un et donc du coup ça sert à rien de faire l'autre. Finalement, ce que je note moi sur quand même pas mal de plusieurs dizaines de milliers de candidats, très très peu de cannibalisation. Ce chiffre-là m'étonne moi aussi d'année en année parce qu'il reste aussi faible que ça. Voilà le petit commentaire que je voulais faire sur cette slide-là en complément. On peut continuer effectivement par les taux de conversion, finalement, donc là, on est d'accord qu'on part du deal, hein, on ne parle pas du lead cette fois-ci. Ça veut dire, je vais chercher une source. Alors, pensez bien aussi dans votre CRM, peu importe que vous utilisiez Cerca ou d'autres, il vous faut absolument un CRM où vous pouvez calculer le taux de conversion, les leads, mais aussi le taux de conversion par source et y mettre un budget en face. Tous nos clients, effectivement, qui disent, OK, j'ai une source, je calcule le taux de conversion et j'y rajoute un budget sur une certaine période. On ne peut pas avoir en 2024, et là tant pis, je fais un peu mon vieux machin, mais on ne peut pas, quand je pose la question à un développeur et je lui dis c'est quoi ton taux de conversion, et on me dit ça dépend, en fait la donnée elle ne veut rien dire en moyenne. Non, non. Il faut absolument connaître ce taux de conversion, le connaître en fonction des sources et savoir lui donner un coût en face. C'est trop important pour continuer à travailler au doigt mouillé là-dessus. Et donc, je laisse la parole à Mehdi là-dessus, mais vous le voyez dans les taux de conversion. Si je devais faire 2 remarques, et ça se voit à l'écran, je dirais, c'est qu'on voit qu'effectivement on a un taux de signature par parrainage, effectivement, qui explose encore, parce que dans ces temps d'incertitude, il y a la réassurance, à mon avis, qui joue à plein, et pas mal d'enseignes qui ont géré aussi, comme disait Charlotte en introduction, beaucoup de systèmes de location-gérance, de choses comme ça. Donc, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour co-construire entre pairs, j'allais dire, l'accès à la franchise. On a une petite évolution sur les consultants, effectivement, qui continue un petit peu. Les sites enseignes, tant mieux, parce que ça veut dire que là aussi, on se professionnalise. Tant mieux, parce que si je fais du marketing digital, au bout d'un moment, je rentre pas dans la technique, les lead gen et tout, mais ça renvoie vers un site. Et si mon site est mal foutu et ma landing page est mal foutue, Mehdi, forcément que je convertis mal. Et on voit que du coup, il y a quand même, si on note une tendance à plus de professionnalisme sur quelques indicateurs de source. Mehdi, je te laisse compléter. Mais... Pour résumer ça, c'est très simple. On est quand même dans un contexte un peu plus difficile que ce qu'on a connu par le passé pour développer des réseaux. C'est un fait. Donc, si vous n'optimisez pas chaque brique de votre développement et que vous y allez encore à la volée, vos résultats vont être à la volée, tout simplement. Donc, il est important d'utiliser aujourd'hui tous les outils qui vous sont à votre disposition, et que ce soit d'utiliser un CRM ou un outil qui vous permette de justement capter mesurer, quantifier vos résultats, et puis d'autres leviers d'acquisition que peut-être vous aviez encore jamais utilisé par le passé ou autre. L'ensemble fera forcément que vous serez plus performant. C'est comme ça que je le vois, et je pense qu'on peut être que d'accord là-dessus. De toute façon, c'est une évidence. Voilà. Et surtout, c'est que comme chaque enseigne tend à se professionnaliser, j'ai envie de dire, toutes ces choses-là, c'est peu importe si je suis bon ou mauvais, c'est est-ce que je suis meilleur que les autres ou pas. Et donc, du coup, comme chacun se professionnalise, le fait d'être pas professionnel sur la gestion de vos leads, forcément, vous allez le payer encore plus de manière plus importante. C'est ce que je disais quand j'indiquais que je voyais un écart-type qui se creuse entre les meilleurs et les moins bons sur le sujet. Voilà, on peut changer de slide, mais donc retenez en tout cas que parrainage un peu moins, pas mal de sources sont un petit peu en retrait par avant, même si ça se voit pas forcément au final sur la moyenne des taux. Petite étape là aussi, alors je garde la parole là-dessus parce que c'est effectivement plus ma partie. Le taux de conversion par étape du funnel, effectivement, on voit que ça évolue d'année en année, mais entre nous, ça reste assez stable. J'ai entre les leads qui m'arrivent, j'ai en gros, comptons un quart des gens que j'arrive à avoir au téléphone ou physique. J'ai pris ça parce que on a parfois un échange téléphonique, parfois un échange physique, ça change des enseignes. Retenons le premier échange qui a du sens. Et puis, je valide environ un peu plus de 12%, 13%, 15% parfois le candidat. Donc, ça veut dire que déjà, je suis presque à 10%, 1 sur 10 que je vais valider. Lui, il est intéressé par moi et moi, je suis intéressé par lui.
on en arrive finalement au moment où DIP, on s'envoie les derniers documents, de dire ok, est-ce que on rentre dans le tunnel des fameux 21 jours ou 30 jours avant signature, et puis je signe, peu importe à la limite entre nous, hein, qu'on soit sur un 2 ou sur un 2.4, tout ça n'a pas d'intérêt, c'est l'ordre de grandeur qui compte. On est effectivement, comme on le disait, environ 46 leads, 50 leads pour avoir une signature derrière. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. J'allais répondre rapidement par un message, mais j'arrive pas à écrire et à suivre en même temps. Franck nous dit, désolé, le fait que tout soit en baisse versus 2022 montre une baisse de qualité généralisée des candidatures. Alors, il faut tenir en compte d'une composante importante en 2023, c'est l'accès au financement, l'accès à l'immobilier et toutes ces choses-là qui, logiquement, même si vous allez générer des contacts qui seront qualifiés, qui seront dans la cible de ce que vous recherchez, qui auront potentiellement un projet, tous n'iront pas jusqu'au bout. Et c'est ça qu'aujourd'hui un franchiseur va mesurer en tant que qualité, ce qui forcément n'est pas forcément la meilleure façon de mesurer, mais voilà, c'est ça qui justifie en fait le fait qu'on a peut-être une baisse par rapport à 2022, et on en parlera juste après quoi qu'il arrive. Et moi, je répondais en même temps à Sylvain qui me disait effectivement, ça impacte. Est-ce que les multifranchisés, en gros, sont déjà dans le côté parrainage? Alors, pour l'instant, oui, on les a englobés parce qu'on n'avait pas. En fait, pour qu'on vous donne de la data, il faut que nos clients fassent très attention à bien préciser tout ça. Et j'avais pas suffisamment de données générales mais je vais essayer en tout cas l'année prochaine de différencier. Tu as raison. D'ailleurs, alors on a tous des enseignes en tête, mais de travailler sur du franchisé et de donner la possibilité à un candidat d'être multifranchisé, c'est aussi un axe stratégique important et ça influe forcément sur… disons, quand j'ai un bon concept, derrière, je vais avoir une problématique d'immobilier et je vais avoir une problématique de candidat. Donc forcément, avec les multifranchisés, je vais résoudre finalement mes deux problématiques que sont la personne, elle est sur un territoire, donc elle va connaître déjà l'immobilier en place, et puis elle est déjà en place, donc il y a un peu plus de chance. Si, je dirais, il a déjà, il est en tout cas heureux déjà dans mon réseau, de le convaincre. Donc en tout cas, l'année prochaine, on essaiera d'identifier cette partie-là. Je vais peut-être rapidement préciser sur cette slide, si je me trompe pas, donc on parle bien de 25%, un peu plus de 25% des contacts qui au premier contact téléphonique ont fini par finalement signer à la fin. Ensuite, est-ce que tu peux peut-être… oui, voilà, exactement, en 2 secondes. En fait, pourquoi on a montré cette slide-là? Donc, on essaye de vous apporter un peu d'éléments différents d'année en année. En 2 mots, cette slide-là, c'est simplement pour dire que si on voyait la slide avant et celle-là, pas la peine de revenir en arrière, mais notez que si vous décidez de faire des campagnes d'acquisition via Facebook, via LinkedIn, peu importe. En tout cas, vous passez par ce tunnel-là. Ce que je vois, moi, je vais y arriver, c'est que les premières étapes, elles s'écroulent. Vous n'aurez pas 60% des gens au téléphone, vous n'aurez pas effectivement plus d'un quart des gens dans le premier rendez-vous. Forcément, alors on parle après de coût d'acquisition au deal, mais forcément que le début de l'entonnoir, oui, c'est moins qualifié et encore que quand on va chercher du Facebook. Donc par je dirais, logique, vous aurez beaucoup moins de gens dans ces premières étapes. Et j'en profite pour faire une recommandation, ça ne sera fait comme ça tout de suite, c'est que, on en parlait avec Mehdi, c'est que si vous décidez, et il fera les commentaires là-dessus, d'aller sur le digital, il faut absolument vous, je dirais, vous organiser en interne pour gérer cette source particulière. Ça veut dire qu'on entend souvent dire oui, mais les médias, c'est qualifié, c'est pas qualifié. Eh bien, je vous assure que je crois énormément à la partie marketing digital. Par contre, je vois trop d'enseignes qui ne se structurent pas en interne, indépendamment de faire appel à une agence pour mener des bonnes campagnes. Et je vous assure que si vous ne vous structurez pas en interne pour, en gros, assurer une grande réactivité à ces leads qui sont à moitié chauds, à moitié froids, eh bien, on le voit bien, si les premières étapes, vous les gérez mal, eh bien, tous vos coûts d'acquisition dans le digital vont s'écrouler et vous ne serez pas tout simplement pertinent sur ce média-là et vous en déduirez que ça ne fonctionne pas alors qu'en fait, vous n'aviez pas mis l'organisation interne nécessaire. Voilà ce que je voulais dire à la fois pour commenter les chiffres et pour ajouter un petit peu de recommandations ou de commentaires là-dessus. Voilà, je pense que c'est bien précisé. Alors, petit sondage, Charlotte. Oui, que considérez-vous comme étant votre plus grand défi en tant que franchiseur cette année? Alors, on parle bien de cette année 2024 par rapport à… voilà, on connaît les défis un petit peu de l'année 2023, voir comment ça se passe pour vous sur
c'est ce premier semestre presque. Et pendant qu'il y a le sondage, donc du coup moi, et ça sera finalement la fin, pas de ma partie, mais plus Mehdi qui va être dans cette deuxième partie, vous donner un peu de recommandations sur le digital. Je le disais effectivement que je vois des grandes disparités dans les taux de conversion en fonction des moyens qui sont mis en place. Si on résume, donc effectivement, très grande réactivité, utilisation des outils de marketing automation qui permettent finalement de gérer ce qu'on appelle les contacts de queue de comète. Je ne perds pas du temps à renvoyer du contenu. Automatiquement, au bout de 2 jours, j'envoie un deuxième contenu. Au bout de 4 jours, si ça répond pas, j'envoie un contenu. En fonction si la personne prend rendez-vous avec moi directement sur un lien dans mon agenda, je renvoie un contenu. Alors voilà, toutes ces choses-là. Et dernière chose que je vois aussi impacter énormément le taux de conversion, je continue à avoir des enseignes qui parlent trop d'elles et pas assez du candidat. Je m'explique. Vous avez un candidat qui peut-être va faire une demande sur Century 21 et en même temps pour rejoindre Brioche Dorée. J'exagère, mais parfois on voit ça. Ça veut dire que derrière, la personne, elle est intéressée par votre enseigne, mais elle est encore plus intéressée par son chemin de vie. Elle met pratiquement tous ses moyens dedans. Donc, en fait, les questions qu'elle se pose, c'est moins est-ce que brioche dorée, la nouvelle recette aux framboises, elle est superbe pour parler de quelque chose que je viens de manger il y a 2 minutes. Eh bien, non. C'est mince, quels sont les risques dans la restauration? Qu'est-ce que je vais prendre comme risque? Pourquoi je ne vais pas y arriver? Donc, dans votre communication, et j'en terminerai là-dessus, essayez de trouver du contenu où finalement vous allez répondre principalement plus aux peurs qu'aux choses d'intérêt, mais parler à ce qui intéresse le candidat, c'est-à-dire la création de sa propre entreprise, de son propre projet. Parlez un peu de votre enseigne, mais n'hésitez pas à faire un discours, on va dire, allez, plus real life, comme on dit. Voilà. Allez, pendant que le sondage était là. Top. Alors, juste au niveau du sondage, c'est marrant parce que, bon, on a effectivement la majorité, effectivement, qui ont toujours des difficultés de trouver des franchisés qualifiés et investis. Ça, c'est un sujet qui me fascine parce que c'est 2 sujets différents en un, rapidement. C'est effectivement trouver des franchisés qualifiés, c'est une chose, mais en trouver des investis, c'est une autre chose. Souvent, on a des gens qui ont un projet qui arrive, puis finalement, ça se termine en je peux pas, désolé, j'ai poney. Je trouve qu'il y a un relâchement énorme, même au global, hein, même dans le monde salarial, sur l'envie de faire les choses, quoi. Et je pense que ça impacte aujourd'hui les réseaux, effectivement. Bon, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais c'est quand même important de le mentionner. On va, désolé, ouais, il reste 12 minutes. Je vais essayer d'être assez rapide sur la partie digitale. Donc aujourd'hui, vous le connaissez tous, comment vous calculez votre coût d'acquisition, donc le coût par lead. C'est de prendre l'ensemble ou par plateforme que vous exploitez ou par effectivement l'ensemble de votre stratégie, le budget investi divisé par le nombre de leads générés. Voilà. Bon, pas hyper important on va dire, maîtriser dans le détail cette méthodologie. Elle est assez simple, mais de savoir comment de pouvoir le calculer, c'est important. Voilà. On peut passer à la slide suivante. En soi, l'évolution des coûts, on voit qu'il y a des évolutions en fonction des plateformes qu'on exploite. En grande majorité, ça va être du Google, du Facebook, du LinkedIn. Sur 2023, on vous a même mis sur 2024, on constate, et ça c'est un truc que j'avais commencé à voir à partir de 2021, où d'une année sur l'autre, on a des coûts d'acquisition qui augmentent. Ils ne vont pas en descendant. C'est pas parce que on gère les campagnes différemment ou des choses comme ça, ce qui pourrait être le cas, c'est qu'aujourd'hui les plateformes elles évoluent, elles apportent beaucoup plus de contraintes aux franchiseurs en termes de façon de faire pour faire de la pub, tout simplement. Et du coup, il y a des impacts qui sont souvent ressentis sur les coûts d'acquisition. Sur l'enquête qu'on va vous remettre à la fin, du moins plutôt semaine prochaine, parce qu'on est en cours de finalisation de la version print, vous verrez dans le détail en fait ces coûts-là et on va vous le montrer dans quelques secondes quoi qu'il arrive. Charlotte, tu peux passer à la prochaine slide. Ce qu'il faut retenir, c'est que alors les coûts, on en parle juste après, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, sur la qualité des contacts en fonction des différentes plateformes, on constate aussi des changements, des mutations. Aujourd'hui, en 2023, alors attention, je répète, cette enquête, elle est bien sûr basée sur les chiffres de 2023. En 2024, on fait l'enquête de 2023. En 2025, on fera celle de 2024. Donc là, effectivement, c'est sur 2023. Et en 2023, on observait 1 lead sur 4 qui était qualifié sur Google, 1 lead sur 10 sur Facebook. C'était assez difficile sur Facebook de niveau qualité, voilà.
et un lead sur Mais ça 6, coûte on moins va dire, cher, c'est sur important LinkedIn. pour c'est important de le rappeler, mais ça coûte moins cher, donc au final, On ce va qu'on en disait tout à parler l'heure, hein, après voilà, parce que exactement. Non, non, mais je fais l'ensemble, l'avocat du diable là-dessus et pour tu as raison, que ouais. tu, L'ensemble fait que on a une homogénéisation quand même de la qualité des contacts qu'on génère via toutes ces plateformes qu'on exploite aujourd'hui en 2024 pour un franchiseur. Mine de rien, on observe aussi des augmentations des coûts d'acquisition en fonction de différents secteurs. Comme vous pouvez le voir, en 2023, alors dans l'ensemble, on reste sur des coûts qui sont quand même corrects. Sauf pour l'immobilier et l'habitat où on voit des augmentations qui sont liées au marché directement. On a beaucoup moins de personnes en 2023, logiquement, qui étaient intéressées pour ouvrir une agence d'immobilier, sauf les plus téméraires. Et effectivement, dans l'habitat, il y a eu pas mal de changements sur règles environnementales. Enfin, il y a plein de choses qui font que on a peut-être eu aussi une baisse en termes du volume et du coup, baisse de volume influe sur le coût d'acquisition. Voilà. Donc, dans l'ensemble, les chiffres restent plutôt corrects. Quand on se situe en dessous de 100 euros, ça va. Par contre, quand on est au-dessus, comme en immobilier ou autre, ça devient un peu plus chaud. Voilà. Passer à la slide suivante. Alors, pour revenir sur ce que je disais avant, rappelez-vous, 1 lead sur 4 à la base qui est qualifié sur Google. On est plus sur du 1 pour 6 aujourd'hui, enfin du moins en 2023. Google reste quand même le meilleur canal que vous pouvez exploiter parce que ça renvoie directement du trafic sur votre univers à vous, sur des recherches intentionnistes. Ça vient en addition de tout le reste du système que vous allez mettre d'acquisition. On reste sur des coûts qui sont quand même corrects, mais on reste sur des coûts qui sont le deuxième plus élevé, on va dire, après Facebook, qui est après LinkedIn, qui est le plus cher du coup. Ensuite, on va avoir Facebook juste en dessous et Google juste en dessous et Facebook qui est le moins cher. Voilà. Ça, je vais parler de Facebook dans une seconde. Si on peut passer à la prochaine slide. Donc sur le coût par clic, pareil. Bon, ça c'est plus technique. S'il y a des traffic managers dans le coin, ça vous parlera plus. C'est combien ça me coûte pour cliquer sur une annonce pour attirer du monde sur mon site. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette slide-là, mais ça donne aussi une dimension. Si, c'est important parce que ce que tu dis, c'est ton métier, donc tout ça est clair pour toi. Mais donc, je le redis dans d'autres termes, ça veut dire qu'effectivement, on a vu en gros un coût pour un clic. Et quand on dit pour un coût de lead, c'est effectivement quelqu'un qui va venir sur le site et qui va en gros aller jusqu'à l'étape de renseigner un questionnaire qui va vous être envoyé derrière. Voilà, je fais juste les différentes choses de tunnel parce que parfois, coût par clic, par lead, c'est pas toujours très clair pour les uns les autres. Donc, je faisais une redite non professionnelle là-dessus. Donc voilà, c'est ce que vous êtes en train de vous indiquer, Mehdi, dans les différents données du funnel. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs slides sur le sujet. Et la raison pour laquelle je passe un peu vite là-dessus, c'est que ces slides, elles vous seront envoyées par la suite. Donc, vous pouvez passer tout le temps que vous voudrez sur chaque élément. Moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, et Charlotte, si tu peux le mettre justement à l'écran, c'est le coût d'acquisition sur Google. On l'a fait. Le coût d'acquisition sur LinkedIn. Google Ads, vous l'avez là, voilà. Ensuite, si tu veux passer à la prochaine slide. Ouais, continue. Voilà. Donc le coût par lead sur Facebook, il est très important parce que vous constaterez ici que même si on est sur des secteurs qui galèrent, comme dans l'immobilier ou cuisiniste ou autre, on fait plus de volume. Comme on fait plus de volume, on a des coûts d'acquisition qui sont plus faibles. Ça veut donc dire que l'on peut, grâce à ça, travailler sur un support où on peut réduire au maximum la volumétrie de contacts qu'on va générer au profit de la qualité de ces contacts. La qualité restera ce qu'elle est. Elle est bien moins bonne que sur les portails de mise en relation ou alors sur d'autres canaux comme Google, LinkedIn et autres, mais le résultat est là aussi. Avec un budget équivalent, on fait plus de volume et on fait plus de contacts et on fait quand même des signatures. Donc voilà, donc ça c'est pour Facebook. Si on passe ensuite au coût, voilà. Coût par lead sur LinkedIn, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi. On constate que le coût d'acquisition sur LinkedIn reste en tête en termes de coût. C'est le plus cher aujourd'hui de faire de l'acquisition sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que déjà de toute façon, c'est un réseau qui est peut-être plus qualitatif d'un point de vue professionnel où on va aller chercher justement des contacts, où on va avoir plus d'informations sur eux, parce qu'on a accès à tout le CV en gros.
on va avoir accès à d'autres éléments que l'on n'a pas sur les autres plateformes. Et puis, ça reste un réseau professionnel où on accède à des profils que l'on n'a pas non plus sur les autres plateformes. Voilà. Bon, après, LinkedIn, il faut avoir les moyens pour pouvoir y aller. On voit bien que en 2023, ça a été très difficile de générer des leads pas chers pour l'immobilier. Encore une fois, j'ai expliqué pourquoi. On était dans un contexte assez difficile. Pareil pour tout ce qui est habitat, cuisine et ameublement. Le reste, ça va. On arrive à rester dans un trend, une tendance qui va se situer autour de 100 €, voire en dessous pour certains autres. Effectivement, voilà. Alors, peu de visibilité sur le secteur, peut-être. J'ai pas compris si vous Oui, pouvez, Julien, pourquoi tu n'as pas indiqué des coûts vraiment sur la partie alimentation? Sur la Alors, sous-catégorie alimentation, parce qu'effectivement, à mon avis, enfin, je le sais aussi, il n'y a pas suffisamment d'homogénéité déjà sur cette cible entre l'alimentation et l'épicerie, on va dire fine, ou en tout cas le commerce spécialisé, un peu compliqué et avec des écarts types assez importants entre une marque qui va être cave à vin super connue et une autre. Là aussi, sur la partie ouais. marketing digital, l'impact de la notoriété de vos marques vont jouer à fond aussi quand même. Il faut pas hésiter à le dire. Il y a deux choses qui évoluent, qui comptent sur le marketing digital, la notoriété de la marque et l'apport demandé auprès du candidat. Pensez à ça aussi. Ça veut dire que plus vous aurez en gros des gens où il faut un investissement minimal de 2 millions, clairement, ça va être plus compliqué de gérer le sourcing via les réseaux sociaux. Voilà, je faisais cette petite remarque que je vois moi dans mes datas. Je laisse Mehdi compléter là-dessus. Après, encore une fois, cette présentation est un condensé d'une enquête qui va faire à peu près 40 pages. Enfin, je sais pas exactement, je me rappelle plus du nombre exact, mais où vous avez beaucoup plus de détails. Donc, c'est pour donner déjà un aperçu. Mais effectivement, vous l'aurez certainement dans cette enquête qu'on vous remettra par la suite. Tout ce qui est coût par clic, pareil. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais on voit que le coût par clic sur LinkedIn est plus cher. Pour répondre à Franck, ce sont des campagnes LinkedIn Ads. Donc, c'est des posts sponsorisés que vous voyez dans votre feed lorsque vous passez sur LinkedIn. Voilà. Et donc, du coup, alors attention, Charlotte, tu vas peut-être un peu vite. Sur les... Ça s'emballe. Sur les coûts d'acquisition... Non, pas de souci. Je te laisse revenir sur les 2 slides d'avant. Ouais. Donc, sur le coût d'acquisition par franchisé, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui varie entre 3 500 € pour les réseaux qui nécessitent justement, qui ont un temps de closing le plus court, le moins de ressources pour justement aller chercher un franchisé, mais ça peut monter jusqu'à 12 000 € dans l'ensemble pour les réseaux qui ont des fois peut-être plus de difficultés ou des contraintes dans le processus qui sont plus longs, etc. Ou même des secteurs qui sont peut-être un peu plus, qui recrutent moins, etc. Voilà. Dans tous les cas, l'opposition qu'on cherche à faire avec cette slide-là, elle est issue bien sûr de data qu'on a tirées de notre côté. On reste sur des coûts d'acquisition via le digital qui restent un peu moindres. C'est logique parce que, alors c'est logique, oui, parce que ça ne tient pas en compte le coût que justement déjà le potentiel que le responsable de développement que vous avez chez vous vous coûte, etc. C'est vraiment que sur le digital. Donc effectivement, ça change un peu les chiffres. Et voilà. Dans tous les cas, ce qu'on cherche à montrer, c'est que via le digital, ça coûtera toujours un petit peu moins cher que via l'ordre général. Voilà. On peut passer à la slide suivante, Charlotte. Désolé si je rush un peu, mais je veux respecter votre temps. On est mardi. Mais alors moi, en 2 secondes, ce que je voulais dire aussi quand même sur le digital là, c'est que effectivement important à la fois d'être accompagné par une agence ou rarement, en tout cas ceux que je vois le faire seul ont des beaux taux, mais ça veut dire aussi que n'y allez pas. Il y a 2 choses dans le marketing digital. N'y allez pas si vous avez vraiment un budget très très ric-rac. Parce qu'effectivement, ce que je note aussi, c'est qu'il y a une espèce d'effet de masse dans le digital qui fait que plus vous allez avoir du volume, plus vous allez amortir les frais des agences de communication, enfin toutes ces choses-là qui s'ajoutent aux ads derrière. Premier élément. Il n'y allait pas effectivement, il faut avoir des éléments, encore une fois, de vidéos, de choses comme ça, donc de documents pour aller là-dessus. Et puis, n'y allez pas si vous n'êtes pas prêt à travailler, mais je vais laisser parce que je sais que Mehdi va y revenir, mais sur le long terme. Ça veut dire qu'on voit trop d'enseignes qui se disent « Ok, je vais picorer un peu, je vais tester le marketing digital avec un micro-budget sur une micro-zone et sur un micro-temps, j'allais dire. »
et puis d'un seul coup, ah bah non, ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas. Ou alors, sur une croyance erronée que comme c'est le digital, finalement, je vais mettre 10 euros. Je vois un certain nombre d'acteurs sur le marché qui font parfois ces promesses-là. Il y a quand même, qu'on y aille dans le digital, il y a un coût par candidat qui est effectivement moins important, mais tu as raison, Mehdi, on n'a jamais été chercher un candidat, même sur le digital, avec 200 euros de budget. Donc, on commencera toujours par un coût d'acquisition qui sera élevé, quoi qu'il arrive. Quand on l'a encore jamais fait, on connaît pas, on n'a pas de valeur indicative de départ, donc du coup, on va partir sur. C'est comme quand on raffine du pétrole. Au début, on va peut-être se planter, enfin voilà. Et puis au final, on raffine. On se retrouve avec des coûts d'acquisition qui descendent, avec une réelle maîtrise de sa stratégie globale, digitale, du développement, etc., etc. Mais bien évidemment que si vous voulez y aller et que vous escomptez des retours sous 1 mois ou 2 mois, n'y allez surtout pas, vous allez perdre votre temps. C'est ce que je vois. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 35-40 enseignes. Tous ceux qu'on n'a pas gardés, c'est parce que, alors pas tous ceux, mais il y en a beaucoup qu'on n'a malheureusement pas pu garder parce que ça correspondait pas à leurs objectifs immédiats et que mettre en place une stratégie comme ça, c'est sur du long terme, c'est 12 mois, même voire 24 mois, et de se dire, OK, on va faire des itérations, et puis quand justement on arrivera au moment où ça marchera, eh ben, on va commencer vraiment à récolter les fruits, etc. Minimum 3 mois, 6 mois même, pour vraiment arriver à générer des candidats qui vont aller jusqu'à une signature. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le délai moyen, il a bien sûr évolué. En 2023, on se retrouve sur quelque chose qui... Alors, ce que vous nous dites, effectivement, le résultat, je vais quand même le dire, on a plus de 56% qui nous disent 10 mois au moins, et d'autres 11 mois. Donc, effectivement, on se retrouve quand même sur des temps qui sont plus longs, mais ça, c'est justifié par ce qu'on vous a dit en amont, sur le contexte qui faisait que c'était peut-être plus difficile d'aller emmener un candidat jusqu'à la signature, jusqu'à l'accès au prêt et tout le reste qui s'ensuit. Voilà. Personnellement, des enseignes que nous on accompagne, on s'aperçoit justement que les délais dans la restauration étaient de 18 mois sur 2022, ils ont augmenté, mais je serais curieux de voir ce que ça va donner sur 2024 parce que on dirait qu'il y a une sorte de relancement, on va dire. Les banques commencent à détendre un petit peu leur slip, etc. sur justement là à partir de maintenant. Donc peut-être qu'on va se retrouver sur des délais sur 2024 qui seront plus courts. Mais sur 2023, ils étaient là. On était sur du 19 mois, voire plus pour de la restauration. Et effectivement, pour les petites enseignes qui n'ont pas besoin de points de vente, on reste quand même entre 4 et 8 mois, alors qu'avant, c'était 2-3 mois, quoi. Voilà. On peut passer à la prochaine slide. Donc, peut-être au niveau de tendance, recommandation, moi, je vais plus vous parler d'un point de vue digital, et puis après, on vous libérera, du moins, en répondant à vos questions. Disons, on a débordé un petit peu. Sur les tendances sur le digital, ouvrez grand les oreilles à ce que je vous dis. C'est très important. Il y a des gros changements qui s'opèrent sur toutes les plateformes d'advertising, Facebook, Google, LinkedIn, qui cherchent aujourd'hui à se mettre en conformité par rapport à la RGPD, par rapport aux cookies, par rapport à ci, par rapport à ça. Et du coup, ça vous impactera forcément si vous fermez les yeux sur le nombre de leads que vous allez générer, combien ça va vous coûter, la qualité des contacts, etc. Donc, soyez attentifs aux changements qui s'opèrent là-dessus, des nouvelles politiques, etc. Vous mettre en conformité avec Google Analytics GA4 ou alors éventuellement un autre outil. Et aussi, il y a une autre tendance qui arrive, c'est que les audiences sur Facebook, par exemple, se réduisent parce que Facebook, avant, c'était incroyable ce qu'on pouvait faire. On pourrait cibler en fonction de la religion, en fonction de plein d'autres choses qui étaient vraiment borderline. Et ça, bien sûr, à un moment donné, Facebook a dû les enlever. Donc, une stratégie digitale, en fait, ça, c'est le mot de conclusion. C'est que une stratégie digitale ne cesse d'évoluer. Les outils que vous utilisez ne cessent d'évoluer. Et il faut pouvoir rester agile et régulièrement changer, optimiser, tester, etc. Voilà. Et du coup, dernière recommandation que moi, je peux vous donner, c'est il est crucial aujourd'hui d'avoir une vision long terme. Ça va être un peu violent ce que je vais vous dire, mais si c'est pour créer un réseau où il va y avoir 10, 15, 30, 50 points de vente qui vont brasser des millions et des millions d'euros, vous allez toucher des royalties dessus, etc. Faut pas avoir peur de mettre au moins 1 000 euros par mois par canal.
sur les canaux digitaux que vous allez exploiter aujourd'hui, sur les partenaires médias que vous allez exploiter aujourd'hui pour vraiment générer cette croissance que vous voulez atteindre. Et ça, c'est souvent un blocage. Souvent, le franchiseur se dit, bon, ben, je veux faire tant d'ouvertures, mais j'ai pas le budget, en fait, ou j'ai pas prévu le budget. N'y allez pas si vous n'avez pas au moins 1 000 euros par mois par canal sur les canaux digitaux dont j'ai parlé juste avant. Et n'hésitez pas à tester régulièrement, innover. Enfin, voilà. Alors, j'ai un peu accéléré rapidement sur tout ça. Peut-être qu'Olivier, tu veux rajouter un petit truc là-dessus. Et puis après, on passera au non, tu as indiqué là-dessus. Je voulais juste rebondir et insister à nouveau effectivement sur le budget. Alors, je suis patron CEO, comme on veut, le terme fondateur d'une entreprise qui fait du logiciel. On appelle ça le monde du SaaS. Dans le monde du SaaS, on les voit, ces fameuses startups. On se dit qu'effectivement, il faut mettre des millions et qu'on est rentable au bout de 10-15 ans. Bon, heureusement pour nous, on est rentable depuis le début, mais en tout cas, des secteurs, ce qu'on appelle très capitalistiques. Eh bien, le modèle économique d'un franchiseur, finalement, il ressemble beaucoup au modèle d'un logiciel SaaS. Ça veut dire des redevances en face des abonnements pour le logiciel et un équilibre qui est assez long à venir. Et ça veut dire que si, finalement, il faut moins regarder la rentabilité que j'ai en tant que franchiseur, parce qu'effectivement, peu de franchiseurs qui sont ambitieux sont rentables. Alors après, ça pose des problèmes de financement de tout ça, mais ça veut dire qu'il faut vraiment mettre en perspective l'argent que je dépense pour acquérir des nouveaux franchisés et la valeur finalement de sortie, car il faut quand même bien se le dire, beaucoup de franchiseurs et de plus en plus dans la restauration, et moi je vois de plus en plus de profils de jeunes franchiseurs dans la restauration qui ont vraiment ce profil, c'est-à-dire que dès qu'ils créent un réseau, ils savent très bien que dans 5 ans, ils vont le revendre, c'est-à-dire qu'on parle d'exit. Donc ça veut dire que mettre en perspective un réseau qu'on va revendre 10, 15 à 20 millions, eh bien, il faut le mettre en perspective par rapport au coût qu'on va dépenser pour le faire grandir. Moi, je vois effectivement trop. On a des coûts, alors désolé, parce que c'est un peu peut-être violent ce qu'on dit, mais la moindre TPE, PME va mettre 2 000, 5 000 euros. Ou alors, vous, franchiseurs, vous allez demander à vos franchisés sur le terrain de mettre au minimum 500 à 600 euros sur le marketing digital local. Et vous, finalement, vous allez mettre que 1 500 euros pour aller acquérir des franchisés. Je dis que c'est attention, c'est très simple à ma place de dire ça, mais regardez, on ne va pas citer de nom, allez, on pourrait dire juste des Pokawa ou des choses comme ça, mais en tout cas, tous les gens dont on a vu des développements, je dirais, exponentiels, ça s'est fait à chaque fois. Alors avec de l'intelligence, certes, mais avec du budget mis qui n'est pas rentable tout de suite sur le développement. Voilà ce sur quoi je voulais insister. Alors, possible financer ou pas. Est-ce que d'un seul coup, de 0 à 10, je le fais d'abord effectivement dans le parrainage, dans les gens que j'ai à côté pour avoir une première taille? J'en sais rien, c'est à vous de voir la stratégie. Mais en tout cas, cette stratégie, elle coûte cher. Et on peut vous dire en tout cas qu'on serait assez menteur de vous dire si on ne prévoyait pas que les coûts d'acquisition, peu importe d'ailleurs que ce soit du média, Charlotte ou d'autres, vont devenir de plus importants. Donc, intégrez-le dans votre BP, parce que si vous ne l'intégrez pas, forcément, vous serez à côté de la plaque. Malheureusement, c'est une donnée qui va être là dans les années à venir. Et ben, je pense que c'est la plus belle conclusion qu'on puisse avoir, car effectivement, on s'attend à ce que les coûts continuent à augmenter, que ce soit, enfin, c'est l'Eldorado qu'on a connu dans les années passées jusqu'à 2010, où on faisait des signatures avec juste un support, etc. Ben, c'est derrière nous. Il y a de plus en plus de réseaux, il y a de plus en plus de concurrence. Donc tout ça, il faut le tenir en compte. Je pense que tu l'as bien résumé, Olivier. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide, Charlotte, pour le coup? Est-ce que vous avez des questions? Alors désolé, on a débordé. Et du coup, on peut relire peut-être les questions des uns des autres pour apporter des compléments. J'en profite. Ouais. Alors je vais laisser poser des questions en live s'il y en a, et entre-temps, on relit un petit peu. Et pour le coup, sachez que toutes les slides vous seront renvoyées par Lisa, notre content manager. Donc, vous inquiétez pas si vous devez filer. Et merci effectivement d'avoir participé. On a eu beaucoup de monde, comme chaque année. C'est super sympa, ça nous motive à continuer. Sachez que tout ce qu'on a fait là, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail et c'est vraiment pour vous apporter de la valeur et vous aider à performer au quotidien. C'est vraiment que pour ça, quoi. Je promesse, je ne vais pas vous appeler les uns après les autres pour prospecter ou autre. Charlotte ou Olivier non plus, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc voilà,
Je plaisantais, moi, pour ma part, hein, je m'as vu sourire, mais Fabrice Sylvan, qu'on connaît bien, en tout cas, qui connaît bien la restauration, puisqu'effectivement, tout le monde sait qu'il était en charge notamment du développement d'une enseigne Pomme de Pain très connue, et qu'il est maintenant en charge d'un autre réseau fort dynamique et à grand potentiel, Frank's Hot Dog. Mais non, effectivement, pour ma part, en tout cas, je disais simplement que les coûts cumulés augmenteraient. Franchise Claude, on a en tout cas, et maintenant Cerca, on n'a pas fait évoluer nos tarifs depuis longtemps. Et je vous donne une info, ils ne vont pas évoluer non plus. Notre but du jeu, c'est effectivement, là, on parle du développement. Nous, il n'y a que 25% à peine de nos clients qui utilisent notre logiciel que pour la partie, je dirais, développement. Le cœur de notre sujet, c'est effectivement comment on vous aide à animer, manager votre réseau d'enseignes. Donc, et j'en profite pour faire une petite annonce où finalement, nous, on fera, en tout cas, les prochains webinaires seront autour du financement et de la formation. Car là aussi, si on vous disait qu'il faut vous préparer à investir de plus en plus sur l'achat de nouveaux, je dirais, franchisés. J'étais à Londres la semaine dernière où quelqu'un d'une très très grosse enseigne qui s'appelle Costa, que vous connaissez forcément en Grande-Bretagne, me disait mais comment ça se fait que les enseignes françaises, alors que vous avez des financements OPCO et des choses comme ça, vous investissez pas dans la formation, alors qu'en fait, si vous êtes franchiseur, vous avez un concept, il faut forcément former tous vos salariés. Je comprends pas toujours là-dessus. Donc voilà, je réponds en même temps à Fabrice là-dessus et je vous invite à aller sur d'autres thématiques qu'on abordera avec vous dans les mois qui viennent. Mehdi, tu veux répondre à Emmanuel? J'étais en train à Paris, mais encore une fois, désolé Emmanuel, et j'ai pas changé en 8 ans. J'arrive pas à écrire et parler en même temps. Donc, je te réponds en live. En somme, on constate que on a un taux de conversion qui a légèrement augmenté sur la volumétrie, on va dire, des franchiseurs à l'individuel, on va dire. Mais effectivement, et ça peut être comment dirais-je, se contredire, mais non, et je vais l'expliquer pourquoi. On a pas canal par canal et sur nos canaux à nous, une petite baisse, on va dire, de candidatures. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signature à la clé. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. S'il faut, on peut toujours se passer un coup de fil après ou autre. Mais dans l'ensemble, ce qu'on illustre ici, c'est une légère hausse des taux de conversion dans l'ensemble et malgré une petite baisse du nombre de candidatures. Sur certaines sources de conversion qui sont normalement importantes en termes de proportion. Donc, c'est pour ça que voilà, les pourcentages sur quelque chose qui fait du volume ne donnent pas les mêmes incidences que de l'autre côté. Moi, je note en tout cas une remarque aussi derrière sur les benchmarking. Alors, je vous invite quand même, parce on essaie chaque année d'y rajouter quelques éléments. Alors moi, ça m'oblige avec mes clients qui ramènent des données les plus importantes dans le logiciel pour qu'on puisse avoir la data derrière. Mais n'hésitez pas vraiment, on le fait de manière vraiment modeste et interactive. Donc, si vous avez des points que vous voulez un petit peu creuser, et en plus, on peut le faire d'une manière un peu plus off. Il y a des choses forcément qu'on ne vous dira pas comme ça, je dirais, devant tout le monde. Donc, il y a des fois, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à Mehdi, à Charlotte, à moi-même, et on essaie de creuser 2-3 points avec vous. Nous, comme on dit, on perd jamais de temps à échanger entre gens intelligents. Donc, vous le savez, on est des gens passionnés tous les trois. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur tel ou tel sujet. Top. Bon, moi, je pense qu'on peut wrapper. On a pas mal débordé. Merci à tous d'avoir participé. Désolé d'avoir débordé un peu plus, mais c'est un sujet tellement important que ça aurait été bête de trop accélérer sur toutes les slides. Sachez qu'on vous renverra les slides par la suite. Vous allez recevoir l'enquête aussi dans quelques jours, qu'on est justement en train de finaliser sur la partie print. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à revenir vers Olivier ou moi sur LinkedIn ou autre biais. Et j'en profite pour remercier aussi Charlotte d'avoir été présente, l'Express qui nous a aidé à donner un petit coup de boost sur la visibilité sur cet event. Et encore une fois, cet événement qui a, d'une façon très humble, vocation à vraiment vous apporter de la valeur et vous donner des indicateurs. Et encore une fois, si vous avez quelconque commentaire, feedback, des choses que vous voulez qu'on améliore, s'il vous plaît, on a besoin de vous pour ça, parce qu'on ne fait pas pour nous, on fait pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous et nous dire, OK, bah tiens, peut-être pour l'année prochaine, ce serait bien d'avoir ça ou ça, et on en tiendra un compte. Voilà. Merci à tous. Je pense que j'ai fait une belle boucle. Merci à tous et moi aussi, effectivement, un grand merci à Charlotte. Merci à tous. Bossez bien, développez bien, recrutez bien. Merci. Bonne reprise à tous après le lundi de Pentecôte. À bientôt.
À bientôt.